Bonjour, je suis docteur Basignan Mournet, je suis médecin généraliste à Lens et je suis vice-présidente de la CPTS Lens-La-Goëlle. Je suis ravie aujourd'hui de participer à cette collaboration entre le centre hospitalier de Lens et la CPTS, et on a travaillé sur l'optimisation de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque sur le territoire. On a fait une invitation au centre hospitalier et on a eu l'accord de collaboration sur ce sujet-là. Et puis je remercie Dr Segrestin d'avoir élaboré tout ce webinaire. Bonjour, donc je suis bien le docteur Segrestin. Je remercie le docteur Basignan de m'avoir invité. C'était vraiment pour nous une excellente opportunité de parler de l'optimisation de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque qui nous tient à cœur dans le service, puisqu'on s'est posé la question d'améliorer notre prise en charge depuis quelques temps avec le docteur Vanisson, notre chef de service. L'insuffisance cardiaque est un enjeu de santé publique avec, pour rappel, quelques rappels épidémiologiques. La pathologie est très fréquente et sous-diagnostiquée. Elle touche environ 2,5% de la population en prévalence, soit 1,5 million d'habitants. Et la première cause d'hospitalisation après 65 ans, c'est une pathologie très sévère avec une moyenne de survie à 5 ans après une première décompensation cardiaque, même si c'est en voie d'amélioration depuis une dizaine d'années. Une pathologie coûteuse qui coûte environ 3 milliards d'euros par an en France et qui est 4 fois plus coûteuse en cas de décompensation. Mais bien sûr, il y a des axes d'amélioration possibles pour éviter les réhospitalisations et ça demande la mobilisation de tous les acteurs de santé. Il y a des progrès à faire. Quand on regarde les chiffres, un tiers des patients sortant d'hospitalisation pour décompensation cardiaque ne savent pas qu'ils sont insuffisants cardiaques. 31% présentaient des symptômes de décompensation cardiaque depuis au moins 2 mois avant une hospitalisation. On considère que le taux de réhospitalisation touche 15 à 20% des patients à 1 mois, voire 40% à 6 mois. On demande également souvent que le patient soit revu en sortie d'hospitalisation par son cardiologue, mais le plus souvent, on le voit revenir pour une nouvelle décompensation bien avant d'avoir eu son rendez-vous. Donc, des progrès sont donc à faire. On se rend compte qu'il y a un défaut d'information et d'éducation des patients. Il y a un défaut dans le dépistage. Il y a une inertie thérapeutique qui fait que le traitement médical n'est jamais optimal. Il y a un défaut dans l'organisation du suivi des patients. Et il y a également des défauts de communication entre les acteurs de santé. Il faut qu'on parvienne à améliorer tout ça. Dans mon expérience personnelle, je retrouve souvent quelques erreurs qui paraissent corrigeables et qui pourtant sont toujours présentes. L'information du patient est non adaptée, à savoir qu'il faut se mettre au niveau du patient pour lui expliquer sa pathologie et ça prend du temps. Très peu connaissent le diagnostic d'insuffisance cardiaque en sortie d'hospitalisation. Très peu comprennent le principe de la surveillance du poids en cas d'insuffisance cardiaque. Il y a un défaut d'organisation du suivi rapide en sortie d'hospitalisation, qui est souvent manquant dans le courrier de sortie. Enfin, il y a un manque de communication des médecins traitants quand nous revoyons les patients en consultation, où nous avons des difficultés d'information sur les changements thérapeutiques qui ont pu être faits, et également suivant un suivi biologique insuffisant apporté par les patients lors des consultations de suivi. Quels sont les outils proposés par le centre hospitalier de Lens pour le suivi des insuffisants cardiaques? Conscient des améliorations, nous avons réfléchi depuis quelques années à proposer des solutions alternatives pour améliorer la prise en charge des insuffisants cardiaques dans le contexte d'une démographie médicale défaillante. La formation d'une infirmière en pratique avancée qui débute tout juste au mois de septembre, donc c'est vraiment une nouveauté. Elle s'appelle Madame Duchâtel-Sandra et va pouvoir nous apporter beaucoup d'éléments favorables. Nous allons également mettre en place dans quelques semaines la télésurveillance. Nous avons des séances d'incrémentation thérapeutique qui sont organisées en sortie d'hospitalisation pour les nouveaux patients chez qui on vient de découvrir une insuffisance cardiaque. Cela est fait avec l'aide du docteur Lefay et également des autres cardiologues du centre hospitalier de Lens. Enfin, également pour améliorer nos relations avec le médecin traitant et pouvoir lui offrir une réponse plus rapide à ces questions. Nous avons mis en place un numéro d'un cardiologue senior, toujours contactable dans la journée, qui peut être joint en permanence pour toute question urgente ou pour adresser un patient connu et décompensé directement sans passer par les urgences, ce qui est une alternative nécessaire. Je joins le numéro de l'infirmière de pratique avancée qui pourra être notre socle d'organisation pour le suivi des patients insuffisants cardiaques connus du service, bien sûr. OmniDoc est une plateforme qui nous permet de faire des questions auxquelles nous répondrons. Et enfin, nous avons créé également une unité ambulatoire d'évaluation de prise en charge cardio-urgente qui s'appelle UC2A depuis le mois de juillet, où après un contact auprès du cardiologue d'urgence, on va valider l'orientation d'un patient
dans cette hospitalisation pour pouvoir évaluer son besoin. Ça peut concerner l'insuffisance cardiaque décompensée modérée, qui ne nécessite pas une hospitalisation prolongée, mais également des douleurs thoraciques, de l'arythmie, des embolies pulmonaires à bas risque. Alors, quelles sont les nouveautés des recommandations de l'ESC en 2021 qui ont été actualisées en 2023 concernant la prise en charge de l'insuffisance cardiaque? Tout est orienté sur des modifications dans les traitements médicamenteux qui ont fait l'objet de nouvelles recommandations, mais également surtout sur une optimisation du parcours de soins du patient à différentes étapes. Aux étapes diagnostiques, aux étapes de l'hospitalisation et du mode d'admission en hospitalisation, de sa sortie de l'hospitalisation, du suivi en vie et de la prise en charge non médicamenteuse. On va suivre ce fil rouge dans l'ordre pour évoquer la suite du webinaire. Concernant les recommandations sur le diagnostic de l'insuffisance cardiaque, la définition a peu évolué, mais on a quand même la validation de l'élévation de la NT-proBNP dans l'organigramme du dépistage de l'insuffisance cardiaque. Donc, avant de demander un bilan auprès du cardiologue, il paraît justifié d'avoir un taux de NT-proBNP augmenté. Également, dans la classification, il y a l'apparition d'une nouvelle classe d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection moyennement altérée, entre 40 et 50%. Enfin, on rappelle dans le diagnostic les signes évocateurs qui doivent alerter vers la prise en charge et le diagnostic d'une insuffisance cardiaque, à savoir les signes EPOF, essoufflement, prise de poids, œdème et fatigue. Donc, pour reprendre notre parcours patient, devant des signes cliniques d'alerte EPOF, le médecin traitant à faire un diagnostic précoce a tout intérêt à faire un dosage de NT-proBNP. Si ce dosage est élevé, il faudra orienter le patient vers une consultation de cardiologie si la situation n'est pas trop grave ou pour une hospitalisation en cas de signe clinique de dyspnée aiguë sévère. Dans ce cas-là, il y a possibilité de nous appeler, comme je le disais, auprès du cardiologue d'urgence, qui permettra d'avoir une orientation rapide, soit en consultation, soit vers une hospitalisation. C'est important parce que trop souvent, ce sont les patients eux-mêmes qui appellent les secrétaires en disant « Mon cardiologue, mon médecin généraliste m'a dit de prendre un rendez-vous parce que je suis essoufflé », sans qu'on ait de dosage de BNP, sans qu'on ait de courrier ni de contact du médecin. Dans ce cas-là, ça sera difficile d'avoir un rendez-vous. Quels sont les patients chez qui il faut évoquer le plus souvent une insuffisance cardiaque devant des symptômes? Ce sont les patients qui ont déjà des maladies cardiaques, à savoir des valvulopathies, des troubles du rythme, de la coronaropathie ou de l'hypertension, et bien sûr les gens les plus âgés. Mais d'autres comorbidités sont à risque, les bronchites chroniques, les syndromes d'apnée du sommeil, les insuffisances rénales, le diabète, l'alcoolisme, le tabagisme. Enfin, je rappelle que tous les signes sont parfois atypiques, en particulier la fatigue, qui peut être le seul signe évocateur de l'insuffisance cardiaque sans qu'il y ait d'œdème. Quelles seront les modalités pour être admis en hospitalisation en cas de décompensation cardiaque d'un patient déjà insuffisant cardiaque connu? Le mieux serait d'éviter les réhospitalisations grâce à un diagnostic précoce des signes d'alerte, qui peut être aidé par des outils que seront l'éducation thérapeutique du patient, qui serait lui-même un acteur de sa santé, la télésurveillance, l'infirmière à domicile. Et dans ce cas de présence de signes d'alerte, le patient sera orienté vers son médecin généraliste qui fera un dosage de BNP pour après contacter le cardiologue pour une hospitalisation en UC2A si décompensation modérée ou en hospitalisation directe en cas de nécessité d'hospitalisation, mais sans passer par les urgences et le tableau clinique et biologique est clair. Il est important de nous donner toutes les informations nécessaires pour comprendre les causes de la décompensation par un courrier de liaison qui répétera les événements qui auraient pu être modifiés, les changements de traitement, les pathologies récentes. Et bien sûr, joindre une ordonnance. En ce qui concerne l'optimisation médicamenteuse, quelles sont les nouveautés des recommandations de l'ESC? Pour l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, il y a maintenant 4 médicaments à introduire de façon simultanée, ce qui n'était pas le cas auparavant, avec le même degré de recommandation en classe 1A, à savoir les bêta-bloquants, les IEC ou Entresto avec l'association du sacubitril, les minéralocorticoïdes et maintenant les glyphosines qui sont arrivés dans les nouvelles recommandations. Je ne reviendrai pas en détail sur la physiopathologie de ces médicaments. Le but est de les introduire ensemble et de faire une incrémentation le plus rapide possible pour essayer d'obtenir la posologie cible dans les 6 semaines. Bien sûr, l'incrémentation doit être adaptée aux
tolérance sur la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la fonction rénale. Mais en voyant les patients tous les 15 jours, on essaye d'obtenir cette optimisation du traitement pour atteindre les doses cibles maximales tolérées. Donc ça demande une organisation qui implique à la fois le cardiologue hospitalier, le cardiologue libéral, l'infirmière de pratique avancée et le médecin généraliste. Tout cela est aidé par un suivi biologique avec en particulier l'ionogramme sanguin et la créatinine et la NT-proBNP. C'est très important que cette dose cible soit obtenue à terme, car on voit bien sur le tableau qui est tout en bas, à droite, que le pronostic est très directement lié à l'obtention d'une posologie optimale. En ce qui concerne les insuffisances cardiaques à fraction d'éjection préservée ou modérément réduite, seules les glyphosines ont pu avoir un niveau de preuve suffisante pour une indication formelle. Les autres traitements, IEC bêta-bloquants et minéralocorticoïdes, sont en classe 2B. En revanche, il faudra mettre des diurétiques pour contrôler les signes congestifs et traiter également les comorbidités et les facteurs favorisants qui sont l'hypertension, la fibrillation auriculaire, l'obésité. En ce qui concerne la sortie de l'hospitalisation, c'est un moment crucial qu'il ne faut pas négliger pour obtenir une bonne coordination des acteurs de ville et de l'hôpital et pour limiter le risque de rupture de soins et de réhospitalisation. Il faut que nous, autres cardiologues, nous fournissions un courrier d'hospitalisation qui soit clair à la sortie avec des résultats biologiques, une ordonnance, et on essaye également de mettre en place une checklist de sortie d'hospitalisation auquel je reviendrai. Le but est d'expliquer les actions à mettre en place aux médecins traitants, de fixer les rendez-vous. Et enfin, on doit également prendre en charge durant cette hospitalisation les fragilités psychosociales par l'intervention de l'assistante sociale, des gériatres, et organiser les démarches de surveillance à domicile par le Prado, l'infirmière qui pourra faire des visites à domicile et bien sûr les consultations du médecin traitant et du cardiologue. Voilà, en ce qui concerne la checklist de sortie d'hospitalisation, sans rentrer dans les détails, le but est d'avoir quand même bien expliqué quel était le poids d'entrée, quel est le poids de sortie, d'avoir le bilan biologique de sortie, le traitement de sortie et les objectifs d'incrémentation à poursuivre pour les posologies cibles. Définir également si le patient doit être en inscription ALD, s'il doit être vacciné, quel est le suivi biologique recommandé, etc. Et bien entendu, l'organisation du suivi. Après la sortie de l'hôpital d'un patient insuffisant cardiaque, donc en ville, il existe plusieurs dispositifs pour prendre en charge le patient, des choses organisées au niveau national, et puis on a quelques outils aussi sur le territoire qu'on propose à nos patients ici sur le territoire de Lens-la-Goële. Le premier dispositif, c'est le Prado, qui est connu. Donc c'est un programme d'accompagnement qui est proposé par la CPAM dès la sortie. Le patient est contacté par la conseillère ou conseiller de l'assurance maladie. Il y a donc du coup des visites programmées du médecin traitant, des infirmiers avec une cadence spécifique au Prado et avec l'utilisation d'un carnet de coordination qui est utilisé par tous les intervenants autour du patient et où il y a une transmission écrite du poids, tension, surveillance, etc. Et l'infirmier assure ici un rôle d'éducation thérapeutique et de la prévention des décompensations. En dehors du Prado, des fois, après les hospitalisations, le Prado n'est pas mis en place de façon systématique, mais on a la possibilité de prescrire un suivi infirmier post-hospitalisation insuffisance cardiaque qui est reconnu par l'assurance maladie. Il existe une valorisation de ces interventions de l'infirmière auprès du patient avec l'acte et une codification spécifique, et c'est pris en charge jusqu'à une hauteur de 15 séances maximum. L'objectif ici étant aussi, comme dans le Prado, c'est évaluer cliniquement, faire les pesées, éduquer le patient, voir si l'observance thérapeutique elle est convenante et puis surtout d'assurer une coordination avec le médecin traitant en priorité et avec le cardiologue si la situation le demandait. Sur le territoire de Lens-la-Goële, donc on a mis en place un carnet de suivi qui sera disponible à la fin du mois. Donc on a élaboré un carnet de suivi de l'insuffisance cardiaque. Donc c'est un carnet comme tous les autres carnets, mais surtout on rappelle, il y a des éléments d'information aux patients, mais surtout il y a des cases où on peut remplir
le poids, la tension, des parties prévues pour le médecin traitant et pour l'infirmier, si jamais il y a des modifications de traitement, s'il y a des prises de sang à faire. Donc tout est repris dans le carnet, ce qui permet d'avoir un support de communication efficace entre les intervenants à domicile, auprès du médecin traitant et aussi l'hôpital, en attendant les outils informatiques peut-être futurs qui vont venir. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut savoir que les personnes insuffisants cardiaques sont plutôt des personnes âgées, et donc les outils informatiques ne sont pas encore tout à fait en place pour permettre à ces personnes-là de se prendre en charge correctement. Quelques mots sur les recommandations sur la fréquence du suivi médical pour les patients insuffisants cardiaques. Il est souhaitable qu'un patient ayant une insuffisance cardiaque stable en stade 2 soit vu tous les 3 mois par son médecin traitant et par le cardiologue au moins une fois par an. Bien sûr, ce suivi est adapté au stade de gravité de l'insuffisance cardiaque, et en cas de patient en stade 3 à 4 de la NYHA, il doit avoir un suivi beaucoup plus régulier pour pouvoir réadapter son traitement régulièrement. Après une décompensation cardiaque en sortie d'hospitalisation, le patient doit être vu dans la semaine par son médecin traitant et par le cardiologue, théoriquement, à moins de 2 mois. Malheureusement, c'est rarement effectif, même si on a pu améliorer depuis peu dans le service cette prise en charge. En cas d'une première hospitalisation pour décompensation cardiaque, avec donc la découverte d'une pathologie, soit en consultation ou soit en hospitalisation, le patient doit être revu régulièrement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour des séances d'incrémentation thérapeutique. En gros, toutes les 2 semaines, soit par le cardiologue, soit par l'IPA, jusqu'à obtenir sa dose cible de traitement et poursuivre le suivi de façon plus régulière. Quels sont les bilans biologiques qui sont recommandés dans le suivi de l'insuffisance cardiaque? Alors, il y a des évidences comme le ionogramme sanguin, la créatinine, pour le suivi des médicaments qui sont potentiellement néphrotoxiques, mais également la NT-proBNP, surtout en cas de doute diagnostique, de crainte de décompensation, ou voire même pour le suivi de certains patients quand on a une valeur connue, ça nous permet de voir s'il s'améliore ou s'il s'aggrave. On rajoute bien entendu les facteurs de risque cardiovasculaire que sont la glycémie, l'hémoglobine glyquée, le bilan lipidique. Le bilan hépatique est intéressant en cas de suspicion de congestion hépatique. Enfin, il ne faudra pas oublier de doser tous les 6 mois le bilan ferrique, le bilan martial, car la supplémentation d'une carence martiale est très importante et diminue le risque de réhospitalisation et améliore les symptômes. La TSH est également intéressante. Quels sont nos outils également que nous allons mettre en place pour améliorer la surveillance des insuffisants cardiaques, donc très prochainement, puisque ce n'est pas encore le cas. La télésurveillance avec, pour le centre hospitalier de Lens, le choix de 2 solutions retenues qui sont un peu complémentaires, offrant des options différentes. Les indications de télésurveillance, c'est un patient qui a eu une hospitalisation pour décompensation dans les 12 derniers mois ou qui est en insuffisance cardiaque stable, suivi en consultation et qui a un taux de BNP trop élevé, supérieur à 1000. La prescription se fait par un cardiologue qui est valable 6 mois et éventuellement renouvelable. La télésurveillance, c'est la transmission quotidienne du poids et éventuellement par d'autres outils de la fréquence cardiaque, de la pression artérielle, et ça nous fournit des alertes via des calculs d'algorithmes sur une plateforme informatique. Bien entendu, il faut maintenir une organisation de surveillance au moins bi-hebdomadaire pour pouvoir répondre à toutes les alertes. Cela est fait par les cardiologues, l'IPA et également des fois des sociétés tierces. Le but de la télésurveillance est d'améliorer l'observance et l'implication du patient, ce qui est très important. Diminuer et anticiper les décompensations. Cette télésurveillance est bénéfique sur la qualité de vie et le nombre de réhospitalisations. Et ça favorise également les échanges d'informations entre les acteurs de santé, puisque dans la plateforme qui va être fournie, les médecins traitants pourront intervenir pour mettre des informations, des diagnostics et des remarques. En ce qui concerne la prise en charge non médicamenteuse, je veux absolument insister sur l'éducation thérapeutique du patient, qui doit connaître sa pathologie, connaître les moyens que nous avons de bien surveiller pour pouvoir venir en consultation avec tous les documents nécessaires, parce que malheureusement c'est souvent le cas, ils viennent sans bilan, sans ordonnance, sans savoir avoir surveillé leur poids, parce qu'effectivement c'est une population âgée, comme le dit le docteur Bazignan, et que ce n'est pas toujours facile de leur faire comprendre tout ça. Ils doivent surveiller leur poids, ils doivent essayer de faire de l'exercice qui va améliorer leur qualité de vie.
Ils doivent bien entendu bien prendre leur traitement, surveiller, avoir une observance optimale et suivre un régime diététique adapté. La réadaptation cardiaque est un outil très utilisé, très utile, qui sera bénéfique sur la capacité physique, la qualité de vie et les réhospitalisations et qui permettra également une éducation thérapeutique. On a parlé des surveillances à domicile par l'IPA, par Prado ou par l'infirmière, le carnet de suivi, on en a parlé. La vaccination est nécessaire contre la grippe, le pneumocoque et Covid. La correction de la carence en fer et la gestion des comorbidités qui sont l'obésité, l'hypertension, l'arythmie, les dépressions, pour éviter toutes ces décompensations. L'éducation thérapeutique du patient est également proposée par la CPTS avec des séances qui sont organisées sur lesquelles les patients peuvent être inscrits à l'initiative de leur médecin traitant. Un petit mot pour finir sur notre infirmière de pratique avancée qui est arrivée dans le service de cardiologie. Il nous apporte déjà beaucoup de soutien depuis le mois de septembre. Elle va rencontrer les patients qui sont hospitalisés suite à une décompensation ou pour la découverte d'une nouvelle insuffisance cardiaque. Elle va commencer à leur faire une première séance d'éducation thérapeutique. Elle va participer et organiser les consultations d'incrémentation où elle travaillera en alternance avec le cardiologue référent qui le supervise bien entendu. Et elle va organiser des consultations de contrôle à moins d'un mois en cas de sortie d'hospitalisation pour décompensation. Pour les patients suivis pour insuffisance cardiaque stable en consultation, elle va pouvoir s'intégrer également pour un suivi tous les 6 mois, en alternance également avec les cardiologues. Enfin, elle va organiser des hôpitaux de jour pour la prise en charge des insuffisants cardiaques, où il y aura une action multidisciplinaire avec l'intervention de diététiciennes, psychologues, pharmaciens, addictologues, éducateurs en activité physique adaptée, et puis bien sûr le cardiologue pour une échographie cardiaque et une synthèse. Voilà, pour finir, la place de l'IPA dans le suivi des patients insuffisants cardiaques est un peu transversale, présente sur tout notre fil conducteur du parcours patient, avec le suivi clinique, l'optimisation thérapeutique, l'éducation du patient et la coordination et la transition des soins, avec le lien qu'elle pourra apporter entre la ville et l'hôpital. Je vous remercie de votre attention.